Indépendance oyo ya biso ejali ya la communauté mindeleo na bato baino bosepela elongo indépendance ya République du Congo indépendance oyo ya biso ejali ya bondeko balinga bakongo na bangala tozali motu moko dosepela indépendance ya République du Congo. Bonjour peuple congolais. Ici, c'était Congo. Le Congo d'été travailleurs. Le Congo d'été technocrate. Le Congo d'été tranquillité. Le Congo d'été transfert. Chers compatriotes, nous avons décidé de vous édifier sur certains aspects qui constituent l'enjeu de notre combat, de notre lutte. Lutte que nous sommes en train de mener contre M. Denis Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso, c'est bien lui notre adversaire. Nous avons parlé de lui sur tous les angles. Maintenant, vous le connaissez. Vous pouvez maintenant le combattre. Car nous avons dit, pour combattre l'ennemi, il faut le connaître. La majorité des Congolais sont d'accord que M. Denis Sassou Nguesso doit partir. Pour ce faire, ils se sont lancés dans la lutte de résistance. Et nous sommes en train d'étudier tous les acteurs qui sont impliqués dans cette lutte, qui peut permettre de gagner ce combat. Il est sans ignorer que le combat que nous sommes en train de mener, il avait été gagné il y a de cela 30 ans. C'est ce combat qui avait permis qui avait conduit à l'organisation de la conférence nationale souveraine. Ce combat avait été mené contre le même adversaire, c'est-à-dire M. Sassou Nguesso. C'est pour ainsi dire qu'il ne faut pas le considérer invincible. Parmi les acteurs essentiels qui avaient permis donc l'organisation ou l'obtention de cette conférence nationale souveraine, nous pouvons citer, il y avait le syndicat, l'armée, l'église, la jeunesse, les partis et associations politiques. Bien sûr, il y avait aussi la diaspora. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'étudier ces facteurs, sinon j'allais dire ces acteurs qui ont été de beaucoup hier, ceux-là qui avaient vaincu M. Denis Sassou Nguesso. Nous voulons voir si hier, ils ont gagné. Est-ce qu'ils le sentent encore aujourd'hui? Certes, l'espace est le même. Le Congo, sa superficie n'a pas changé. Mais avec le temps, ces acteurs, ils sont aussi déterminants comme hier. C'est pour cette raison, pour ne pas qu'on se trompe, on est en train d'analyser acteur par acteur. Nous avons donc étudié la jeunesse d'aujourd'hui, l'armée, le syndicat, l'église, et nous voici maintenant avec les partis politiques. Donc, si vous voulez suivre les analyses que nous avons faites, nous vous invitons d'aller déjà
d'aller voir des vidéos qui sont déjà en ligne. L'analyse que nous allons faire, l'analyse de parties, va se faire en deux parties. Ça va nécessiter deux vidéos. Nous avons fait deux vidéos pour la jeunesse, deux pour l'armée, deux pour le syndicat et deux pour l'église. Donc ici, nous allons faire la même chose. La première partie sera celle d'avant la conférence nationale souveraine, qui fera donc l'objet de cette première vidéo. Et donc dans cette première partie, il sera question de deux périodes. La première période, c'est celle du multipartisme, couvrant la période coloniale à l'indépendance, c'est-à-dire de 1958 à 1968. Et la deuxième période, c'est la période du monopartisme, de 1968 à 1991, c'est-à-dire période où le PCT a régné. Dans la deuxième partie, qui fera l'objet de la deuxième vidéo, là, ça va concerner la période après la conférence nationale souveraine, jusqu'à aujourd'hui. Cette partie va comprendre également deux périodes. Celle du multipartisme, c'est-à-dire pendant la conférence nationale souveraine, la transition, et la période de 1992 à 1997, période où M. Pascal Lissouba a été élu président de la République. Et enfin, la deuxième période, c'est celle du monopartisme, depuis le 5 juin 1997, c'est-à-dire la date où M. Sassou est revenu aux affaires jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, nous parlerons des alliances des partis. Donc voilà très succinctement le plan de notre étude pour l'analyse des partis politiques au Congo. Peuple congolais. L'histoire des partis politiques au Congo est marquée par trois étapes caractéristiques de l'évolution politique du pays. La période coloniale, la période post-indépendance et la période contemporaine. L'histoire du Congo, c'est aussi la tenue de deux conférences nationales souveraines qu'a connues notre pays. Si la première conférence nationale s'est tenue en 1972, initiée par Marien Ngouabi suite aux différents coups d'État, celui de Kinganga en 1970 et celui d'Ange Bidier Diawara en 1972 et du vent de l'Obimitri. Marien Ngouabi s'est vu dans l'obligation d'apaiser la tension très vive dans le pays. Par contre, la deuxième conférence nationale qui deviendra par la suite souveraine de 1991 avait un autre objectif, celui d'ouvrir ou d'amener le pays vers la démocratie, suite à la réunion de Bol et du vent de la perestroïka. La conférence nationale souveraine est pour le Congolais une référence historique. Voilà pourquoi nous l'avons placée comme repère dans notre étude. Peuple congolais. La première expérience multipartite, quoique de courte durée, du Congo remonte à la période précédente l'indépendance, lorsque le pays est devenu autonome au sein de la communauté française. La domination politique d'un seul parti s'est imposée rapidement après l'indépendance en 1960 et institutionnalisée en 1963, lorsque le Congo a établi un socialiste en 1969, un État à parti unique marxiste-léniniste qui a duré 22 ans. Dans ce cadre institutionnel, cependant, le processus politique avait été marqué par de violents conflits entre factions. À la fin de l'indépendance congolaise, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yulu avait été élu le premier président de la République, de cette nouvelle République. Fulbert Yulu, qui avait pris de l'importance au sein de la communauté française en tant que le premier ministre élu du Moyen-Congo autonome, avait été la principale figure politique
pendant la transition vers l'indépendance. À son arrivée au pouvoir, il avait décidé de mettre en place un système présidentiel fortement centralisé. La centralisation politique n'était cependant pas facile à imposer aux diverses forces politiques du Congo, qui, représentant les divisions ethniques et géographiques du pays, qui se disputaient désormais le pouvoir. Alors que la population du Congo était à peine 1,37 million habitants, le Congo s'était singularisé par le multipartisme limité à 3 partis politiques principaux, à savoir 1. Le Parti progressiste congolais, en cycle le PPC. Ce parti fut créé en 1946. Il était affilié au Parti communiste français, en cycle le PCF, jusqu'en 1950. C'est ce parti qui avait fourni à l'Assemblée constituante française le dirigeant congolais, qu'on appelait Jean-Félix Tshikaya pour le compte de l'Afrique équatoriale française, AEF. Le parti étant majoritairement composé des ressortissants Vili, mais il n'en demeure pas moins qu'on trouvait Aubert Lucien Lunda, conseiller territorial et planteur-transporteur originaire du Poul, d'ethnie Lari. C'est bien lui qui était le premier secrétaire général de ce parti. Parmi les autres membres du parti, on pouvait compter Maurice Akwala, Akarambole, Pierre Goura, Simon Pierre Kikungangot, Raphaël Ambassa, Emmanuel Damongo Ndambe, Dade, Jean Malonga, Marcel Ibaliko, Joseph Poabou, Jacques Bouti, Victor Justin Satou, Nzongo Auguste, Ango Raymond, etc. De nombreux militants de la CGT, c'est-à-dire la Confédération Générale des Travailleurs au Congo, un organe syndical qui deviendra plus tard la centrale syndicale indépendante sous le cycle de CGAT, c'est-à-dire la Compagnie Générale des Transports en Afrique. Ces militants étaient membres du PPC. Le parti PPC était composé des sections, on trouvait là-dedans des sections de la jeunesse et des femmes. Sauf que ces sections n'étaient pas très actives. À Pointe-Noire, dans le Kwilu, le parti, c'est-à-dire le PPC, était dirigé par Stéphane Tchichele, un jeune militant très actif, avec une forte personnalité politique, qui concurrençait à terme le leadership de Félix Tshikaya. Il recrutait majoritairement au sein des cheminots, c'est-à-dire le CFCO, dont il fut un responsable influent. Donc ça, c'était le premier parti. Mais il y avait aussi le deuxième parti, qu'on appelait le Mouvement Socialiste Africain, en cycle, le MSA. Tout avait commencé en 1946, où une section locale de l'Internationale ouvrière sera créée, qui deviendra par la suite, en 1957, le Mouvement Socialiste Africain, le MSA. Au Congo, il sera dirigé par son président Jacques Opango. Ce mouvement était affilié à la section française de l'Internationale ouvrière, en cycle le SFIO. Enfin, le troisième parti, c'était l'Union démocratique de défense des intérêts africains, en cycle UDDIA. Le 17 mai 1956, l'abbé Fulbert Youlou fonde l'Union démocratique de défense des intérêts africains, dont il est le président, et Simon Kikongangot le vice-président. Une année plus tard, Simon Kikongangot quitte la vice-présidence de l'UDIA, fonde son propre parti, qui sera, qu'on va appeler le Groupement pour le progrès économique et social du Moyen-Congo, en cycle, les GPS. En dehors de ces grands partis, c'est-à-dire le PPC, le MSA et l'UDIA et le GPS, même si le GPS n'a été que l'ombre de lui-même,
le pays avait connu l'existence des autres partis, comme le RDA, le Rassemblement démocratique africain versus Congo, et le PRA, le Parti du regroupement africain. Ces petits partis, d'ailleurs, ont été très vite récupérés par l'UDIA. Au sujet du RDA, le RDA ne constituait pas pour autant un parti politique traditionnel, mais plus un cadre de coopération des élus socialistes et communistes africains, permettant une action unitaire en matière de revendication des droits des Africains. Les membres élus du RDA à l'international restaient et représentaient avant tout leurs partis nationaux, avec leur mode de fonctionnement propre. Parmi les partis nationaux qui faisaient membres du RDA, on peut citer le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique voltaïque de la Haute-Volta, actuelle au Burkina Faso. En 1957, ce parti deviendra l'Union démocratique voltaïque, ensuite le Rassemblement démocratique africain. Donc, parmi d'autres pays, on peut citer l'Union soudanaise du Soudan française, l'actuel Mali. Il y avait aussi l'Union des populations du Cameroun jusqu'en 1951. Mais il y avait aussi un autre parti qu'on appelait l'Union démocratique sénégalaise du Sénégal. Le Parti démocratique de la Guinée, qui fut le parti de Ahmed Sékou Touré, exclu le 9 octobre 1958 pour avoir rejeté la décision de l'indépendance par la communauté française. Mais il y avait aussi le Parti progressiste nigérien du Niger, il y avait aussi le Parti progressiste tchadien du Tchad, le Parti progressiste congolais, le PPC, remplacé en 1958 par l'Union démocratique de défense des intérêts africains, le UDDA, du Moyen Congo, actuel Congo-Brazzaville. Et enfin, on peut citer le comité mixte gabonais, ensuite Bloc démocratique gabonais en 1954 du Gabon. Alors, parmi les personnalités qui ont fondé le RDA, on peut citer Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Gabriel Marquis d'Arboussier de la France, Modibo Keïta du Mali, Fili Dabo Sissoko du Mali, Doudou Gueye du Sénégal et Jean-Félix Tchikaya du Congo. Dès le congrès de Bamako, les liens de leadership du congrès avec les communistes français suscitent une controverse. Et Fili Dabo Sissoko s'oppose à de nombreuses orientations du congrès. L'orientation communiste se matérialise par la création de l'indépendance outre-mer, supposée concurrencer le RDA. Plusieurs sections nationales du RDA font sécession. Les autorités françaises soutiennent les dissidences et les formations rivales dans chaque colonie. Au sujet du PRA, c'est-à-dire le Parti du regroupement africain. Suite au désaccord profond entre Félix Houphouët-Boigny et Gabriel Darboussier, les deux cofondateurs du RDA, sur la stratégie que doit adopter le RDA, le 26 mars 1958, une autre fédération de partis politiques africains fut créée par Félix Houphouët-Boigny. C'est ce qu'il avait appelé le Parti du regroupement africain, le PRA. Ce parti ne sera qu'un rassemblement politique interafricain. Peuple congolais. Voilà donc très succinctement l'histoire et la création des partis dans la scène politique de notre pays pendant donc cette période coloniale.
une période singularisée par le multipartisme. Le PPC, le MSA et UDDA. Mais quand en était-il de la période post-indépendance? Eh bien, c'est ce que nous allons maintenant voir. En fait, la période post-indépendance est marquée par l'adoption de la Constitution de la République du Congo du 2 mars 1961, qui avait repris la disposition de l'article 4 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Les rédacteurs de la Constitution congolaise de 1961 ont fait de l'article 4 française l'article 5 de la Constitution congolaise, qui consacre le multipartisme qui stipule, nous citons, les partis et regroupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. Ils doivent observer les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Fin de citation. Néanmoins, en 1963, la loi numéro 14/63 du 13 avril 1963 instaure le parti unique. Mais cette loi ne sera pas appliquée du fait que la révolution du 13-14-15 août 1963 va venir déstabiliser le pays. Cette volonté donc de créer le parti unique était partagée par tous les leaders politiques congolais de l'époque, dont Jacques Opango, le vice-président de la République, chef de l'opposition, et Jean-Félix Tshikaya. Jacques Opango avait, au cours de son adresse à l'Assemblée nationale, prôné la réalisation de l'unité nationale par la création d'un parti unique en déclarant, nous citons, « La République ne peut être forte que si l'union est franche, et l'union ne peut être franche qu'avec la création d'un parti unique. » Fin de citation. En août 1963, quand la désapprobation croissante atteint son apogée avec des grèves et des manifestations organisées par les syndicats, pendant les 3 journées dites glorieuses 13, 14, 15 août 1963, vont mettre fin au règne du président l'abbé Fulbert Yulu par l'intervention de l'armée, et mettre fin au rêve de Yulu et Opango d'instaurer le parti unique. Jamais ils ne verront la création et l'application du parti unique espéré pour le pays. En août 1963, Alphonse Massamba-Deba, un ancien membre du PPC et de UDIA, succède à la présidence. Il sera installé par les militaires. Il sera par la suite élu le 15 août de la même année pour un mandat de 5 ans. Sous son règne, le système politique était finalement largement réorganisé sous la base d'un parti unique, avec la volonté de réintégrer toutes les forces politiques et partis existants dans le mouvement national de la révolution en cycle, le MNR. La création d'un parti unique n'a cependant pas marqué la fin des divisions au sein des cercles de division de la révolution. Le 4 août 1968, un coup d'État militaire dirigé par Marien Ngouabi met fin au règne politique de Massamba-Deba, porté par l'aile marxiste-léniniste du MNR au pouvoir. En l'absence du cadre juridique spécifique régissant les partis politiques et leur régime à l'époque contemporaine, on s'aperçoit au travers des diverses lois, notamment la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, loi numéro 027/90 du 29 décembre 1990 fixant les conditions de création et de financement des partis et regroupements politiques, loi numéro 2/201 du 10 décembre 201 portant loi électorale, loi numéro 8/201
du 12 décembre 201 sur la liberté de l'information et de la communication, loi numéro 15/2001 du 31 décembre 2001 relatif au pluralisme de l'audiovisuel public, que la liberté d'association, qui était déjà garantie pour la première fois dans la Constitution du 8 décembre 1963, réaffirmée dans la Constitution du 30 décembre 1969, qui consacrait non plus les partis et regroupements politiques comme dans le texte de 1963, mais plutôt comme partis politiques qui pouvaient évoquer l'unicité. L'article 3 disposait en effet, nous citons, qu'en dehors du parti, les masses populaires exercent le pouvoir au moyen des organes représentatifs du pouvoir de l'État, constitués par les conseils populaires. Parmi donc ces organes, on peut citer l'URFC, l'UJSC, CSC, MNP, etc. La formulation de cet article indique la consécration constitutionnelle du monopartisme. Ainsi, le 31 décembre 1969 fut créé par l'aile progressiste du socialisme, le MNR, le parti unique dénommé le Parti congolais du travail, en cycle, le PCT, dont le leader était d'office le président de la République, chef de l'État, en la personne de Marien Ngouabi. L'hégémonie du parti sur l'État était affirmée à l'article 4, alinéa 2 de la Constitution du 30 décembre 1960, au terme duquel nous citons « Dans tous les organes du pouvoir de l'État, les représentants du peuple sont responsables devant les organes du parti. » Fin de citation. C'était le cas de l'UFDC, qui deviendra par la suite l'URFC, l'UGEC qui deviendra l'UGSC, la CGT qui deviendra la CSC. Lors de l'assassinat du président Marien Ngouabi le 17 mars 1977, le PCT, étroitement lié aux élites militaires, avait transféré à Jacques Joachim Oyombi Opango la responsabilité de chef de l'État, qui en 1979 avait été contraint de démissionner en raison de la montée des tensions internes dans le comité militaire du parti, en cycle le CMP. Il a été remplacé par M. Denis Sassou Nguesso, qui restera la figure politique dominante au Congo jusqu'à la transition vers la démocratie, vers le multipartisme en 1991. Dans le parcours politique jusqu'en 1963, tous ces partis, c'est-à-dire le PPC, le MSA, le UDIA, vont former une coalition politique. Non pas pour résister à d'autres forces ou bien pour s'affronter entre eux les partis, mais plutôt pour chercher à consolider l'unité nationale. Peuple congolais, voilà ce qui a été le parcours, si vous voulez, des parcours des partis politiques au Congo jusqu'en 1991. Bien que le MNR et le PCT ont évolué en loup solidaire, imposant le monopartisme, mais les autres partis que je venais de citer, c'est-à-dire le PPC, le MSA et l'UDIA, jusqu'en 1963, ont concocté des alliances, malheureusement instaurées pour consolider l'unité nationale. Elles étaient souvent, pour la plupart du temps, à contre-nature. L'élection du 21 octobre 1947 était de ce point de vue plus qu'une préfiguration, sinon un tour de piste. Car le 23 juin 1956, le Parlement français adopte la loi dite Defferre. Cette loi ajoute aux anciennes dispositions constitutionnelles relatives au territoire d'outre-mer la généralisation du suffrage universel. Les Congolais deviennent en droit des citoyens à part entière. Le principe de l'indépendance
étant désormais acquis, les électeurs sont appelés aux urnes en mars en 1957 pour désigner l'Assemblée territoriale, dont les missions majeures sont de désigner premièrement le chef du gouvernement et deuxièmement de rédiger la première constitution congolaise. Le 17 mai 1956, le renouvellement de la représentation nationale française propulse sur la scène politique territoriale un nouveau mouvement politique, l'Union pour la démocratie et le développement intégral africain, le UDIA, et son leader, l'abbé Fulbert Yulu. Le 31 mars 1957, lors des élections territoriales, une alliance va être formée, rangée entre le MSA, le PPC et le GPS, dirigé par Jacques Opango, pour affronter l'UDIA de l'abbé Fulbert Yulu. La coalition MSA, PPC, GPS obtiendra 23 sièges, dont 21 du MSA, 2 pour le PPC et 0 pour le GPS. Et l'UDIA obtiendra 22 sièges. C'est cette composition qui sera la nouvelle Assemblée territoriale du Moyen-Congo. Après des négociations, un gouvernement de coalition de ces deux blocs sera formé. Jacques Opango sera le vice-président et l'abbé Fulbert Yulu occupe un ministère important, celui de l'agriculture. L'alliance entre le PPC et le MSA n'aura duré que la période de la campagne. En effet, en septembre 1957, le frêle équilibre de la majorité s'effondre avec le transfuge de Georges Yambo du PPC vers l'UDIA. Par cet acte, l'UDIA devient majoritaire à l'Assemblée, réclame la démission du gouvernement de Jacques Opango pour qu'il forme son gouvernement. La même année, le RDA Congo prend ses distances avec le PPC de Jacques Opango et regagne l'UDIA de Yulu, et le PPC s'allie finalement avec le PRA. En mai 1958, Jean-Félix Tshikaya quitte le PPC et rejoint Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire pour assumer pleinement ses fonctions de vice-président du RDA international. L'UDIA de Fulbert Yulu remplace le PPC comme section locale du Moyen-Congo. C'est donc après l'absorption de PPC par l'UDIA que le bipartisme se manifestera totalement dans le pays entre l'UDIA de Fulbert Yulu et le MSA de Jacques Opango. Pour la petite histoire, selon Pierre-Philippe Rey, en 1971, l'alliance entre l'UDIA et le PPC, deux partis du Sud, ne faisait pas bon ménage, mais elle n'était pas de contre-nature comme on pourrait le penser. Par contre, l'échiquier politique devenait un peu plus compliqué car pouvait identifier l'électorat du MSA qualifié du Nord et ceux de l'UDA et PPC qualifiés du Sud. Pour revenir à l'alliance entre l'UDA et le PPC, si un quoi qu'il y avait, c'est parce qu'il avait été causé par l'antagonisme à l'intérieur qui opposait des groupes qui dans le passé avaient été dominants pour certains, c'est-à-dire des Vili du côté de Pounou et de Kounou, et dominés par d'autres, c'est-à-dire des Lari, des Vili de l'intérieur, de Lumbu, de Yombe, de Tsangi et de Nzambi. Donc, c'est pour cette vue contester le leadership dans le Sud que le PPC s'est jeté dans les bras du MSA. C'était une explication possible, mais elle ne dame pas le pion à une autre qui ne verrait
dans tout cela que des querelles politiciennes. Alors, le 28 novembre 1958, à la séance solennelle et historique qui doit donner au pays des nouvelles institutions, l'Assemblée territoriale vote par 44 voix et une abstention pour la proclamation de la République. Mais suite à la question de la prise en compte du renversement des rapports de force à l'Assemblée, le désaccord est total. Le débat commençait le matin, s'achèvera sans compromis l'après-midi avec le départ collectif des députés du MSA. En leur absence, l'Assemblée élit le chef de UDA, l'abbé Fulbert Youlou, comme chef du gouvernement. La haine qui, des appareils politiques, a gagné l'électorat populaire ne demande plus qu'à exploser en guerre civile. Dès le lendemain de l'élection du chef du gouvernement, éclate à Dolisie, la troisième ville du pays, des troubles des militants qui vont, par effet de contingent, gagner Pointe-Noire, la capitale économique, puis un peu plus tard, en février en 1959, Brazzaville, la capitale politique, où pendant 4 jours, les deux camps vont rivaliser de barbarie. Les forces de l'ordre finissent par ramener le calme et la barbarie contraint des leaders politiques à revenir vers la raison nationale. Le 14 juillet 1960, à Matignon, les accords de transfert de compétences sont signés. L'abbé Fulbert Youlou est entouré des leaders de l'opposition, Jacques Opango et Stéphane Tchétchéli. Après l'élection présidentielle du 26 mars 1961, où l'abbé Fulbert Youlou est le seul candidat, il forme avec l'opposition un gouvernement d'union nationale et le poste de vice-président créé opportunément par la révision constitutionnelle diligentée 3 semaines plus tôt est confié à Jacques Opango. Désormais, l'unité nationale doit l'emporter sur les considérations ethniques. Le peuple congolais déclare que le Congo est un et indivisible. L'hymne national le rappelle. Le Congo nouveau est notre action. Oublions ce qui nous divise et soyons tous unis à jamais. L'unité nationale devient l'enjeu politique majeur. Autour d'elle s'organise désormais la lutte politique. Pour l'opposition, réduite au MSA après l'unité des sudistes, il s'agit de rester associé à l'exercice du pouvoir. Et pour la majorité, de consolider le pouvoir en empêchant l'opposition de s'exprimer ailleurs que dans le gouvernement d'union nationale. Pour revenir et terminer avec la formation des coalitions des partis pendant la période post-indépendance, il faut retenir qu'à partir de 1968, le monopartisme sera inscrit dans les constitutions de la République populaire du Congo du 24 juin 1973 et du 8 juillet 1979. Ainsi, durant 22 ans, avec le parti unique, le PCT, l'accès à la haute fonction suprême du pays se fera par l'élection du président du comité central du Parti congolais du travail, qui systématiquement devient chef de l'État, chef de la République. Pendant la période du monopartisme post-indépendance, nous pouvons citer quelques élections présidentielles ou parlementaires qui avaient eu lieu. En 1968, il y avait eu donc un coup d'État, c'était l'élection présidentielle. En 1973, il y avait aussi eu l'élection présidentielle. Ça s'est fait par le comité central du Parti congolais du travail. Mais il y avait aussi eu des élections parlementaires qui s'est fait par référendaire.
En 1977, il y avait aussi eu des élections présidentielles qui s'est fait par un coup d'État. C'est la mort de Marien Ngouabi. En 1979, il y avait eu aussi des élections présidentielles qui avaient été faites par le comité central du Parti congolais du travail. Il y avait eu aussi des élections parlementaires par référendaire. Il y avait eu 100%. En 1984, il y avait eu des élections parlementaires, référendaires. Il y avait eu 153 députés qui avaient été élus, ce qu'on appelait les membres du parti. Et le parti, ça s'appelait l'Assemblée populaire. En 1989, il y avait aussi eu des élections parlementaires par référendaire 100%. Donc voilà un peu quelques repères, quelques données pendant toute cette période post-indépendante où le monopartisme avait dominé. Cependant, tenant compte de la nouvelle conception de la vie politique, notamment du mouvement démocratique issu des pays de l'Europe et de l'Est, il y a eu modification de la Constitution du 8 juillet 1979, particulièrement par la consécration du multipartisme. Selon l'article 16, nouveau, de la loi numéro 26 du 8 décembre 1990 portant révision de certaines dispositions de la Constitution du 8 juillet 1979, nous citons, les partis et les groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le respect de la loi. Ils doivent observer le principe de la souveraineté et l'unité nationale et de la démocratie. Nous l'avons dit et nous le répétons, voilà ce qui avait été repris. On peut observer que cette disposition est la reproduction fidèle de l'article 4 de la Constitution française du 8 octobre 1956 que nous avons mentionné plus loin. Dans la logique de la nouvelle conception, le pluralisme politique, il fut élaboré la loi numéro 27/90 du 29 décembre 1990, fixant les conditions de création et de financement de partis et regroupements politiques. Cette loi, à son article 2, alinéa 1er, dans le cadre de la constitution des partis politiques, avait pour objet, nous citons, de regrouper les citoyens congolais autour d'un projet de société et d'un programme politique dans un but non lucratif afin de concourir à l'expression du suffrage et de participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques. Fin de citation. Et dans son article 2, alinéa 2, le regroupement politique y est été défini comme, nous citons, toute union constituée de plusieurs partis politiques en vue de la poursuite d'un intérêt commun ou pour la réalisation d'un programme commun. Cette loi précisait des conditions de création de partis politiques. Elle l'exigeait notamment pour assurer leur représentativité nationale, que les membres fondateurs fussent originaires au moins 5 régions à raison de 3 membres au moins par région, sur un total de 9 régions selon l'organisation territoriale de cette époque. La création d'un parti politique était effectuée par déclaration de ses membres fondateurs, faite au moyen d'un dossier déposé auprès du ministère chargé de l'administration territoriale, tandis que les groupements politiques
devait être créée par simple déclaration au département ministériel compétent. Dans ces dispositions transitoires, la loi numéro 27/90 du 29 décembre 1990 prévoyait la suspension, qui ne pouvait s'excéder 3 mois par le ministère chargé de l'administration des territoires, de tout parti politique qui violait les lois ou causait des troubles à l'ordre public, selon l'article 27. La loi numéro 27/90 du 29 décembre 1990 fixant les conditions de création et de financement de partis et regroupements politiques a été abrogée par l'acte numéro 23/CNC/P/S du 18 juin 1991 de la Conférence nationale souveraine. À la fin de la Conférence nationale souveraine, les partis politiques sont de nouveau régis par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Assimilés aux associations, les partis politiques contemporains sont créés sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 qui définit l'association à son article 1er, nous citons. La convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Fin de citation. Selon donc le canevas exigé pour les statuts, ceux-ci doivent comprendre des éléments liés à la dénomination, l'objet, le caractère, le siège social, la durée, les conditions d'adhésion, les ressources, la démission ou la radiation, l'administration ou l'organisation et le fonctionnement de l'association. De la fin de la Conférence nationale souveraine jusqu'en octobre 2004, on va dénombrer dans le répertoire des déclarations des partis politiques auprès du ministère de l'Aménagement territorial 150 associations et partis et regroupements politiques. Un nombre qui va s'accroître jusqu'en 2018, où le nombre sera de 200 partis politiques et 300 associations politiques. Selon l'article 51 de la Constitution du 20 janvier 2002, est considéré comme parti politique, nous citons, une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifique du pouvoir autour d'un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. Fin de citation. Leur connaissance est faite conformément à l'article 53 de la Constitution qui leur fait l'obligation d'adhérer aux principes fondamentaux qui sont les suivants. Le respect, la sauvegarde de la consolidation de l'unité nationale, la protection de la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine, la promotion d'un état de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et au collectif, la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale, la proscription de l'intolérance, de l'ethnicisme, du recours à la violence sous toutes ses formes, le respect de la laïcité de l'État, la satisfaction aux critères de représentativité nationale définis par la loi. Et l'article 53, dernier alinéa, prévoit la sanction constitutionnelle en cas de non-conformité de fonctionnement de partis politiques. À ces principes est la dissolution.
Peuple congolais, voilà donc l'analyse des partis et des lois qui les ont régis dans cette première partie de 1958 à 1991, de leur création, de leurs alliances et aussi de leur mode ou type d'élection. Ainsi, pour argumenter notre analyse, nous avons exploité des données de l'élection in Africa à Data Handbook, édité par Dité Nolen, Michael Kennerich et Bertrand Thibault, dont nous vous demandons d'observer, nous l'avons mis dans cette vidéo. C'est sous ces tableaux que nous avons travaillé. Alors, comme vous le constatez, les colonnes qui sont vertes, c'est-à-dire celles qui vont de 1959 à 1963, ça c'était la période du monopartisme. Et la partie rouge qui va de 1968 à 1989, ça c'est la période où le monopartisme, le PCT a régné tout seul. Alors, quand on prend l'élection de 1959, ou quand vous pouvez le voir, il y avait 420 809 qui étaient inscrits. Le nombre de participants était de 332 749. Il y avait eu 1486 comme vote invalide et vote exprimé était de 331 263. Et donc pendant cette période-là, en 1959, l'UDIA, ensemble avec le RDA, avait reçu 59,5%. Et le MSA, associé au PPC, avait obtenu 40,5%. En 1960, donc quand M. Youlou sera élu président de la République, ils avaient présenté un candidat unique. Donc tous les partis, UDIA, le MSA et le PPC, unis ensemble, ils avaient élu un président qui était l'abbé Fulbert Youlou et il avait obtenu 97,6%. En 1963, quand donc arrive M. Youlou, toujours, ici, ils ne vont pas finir son mandat. Il sera pris, il va démissionner avec les mouvements de 3 glorieuses journées du 13, 14, 15 août. L'abbé Fulbert Youlou sera contraint de démissionner, forcé par les militaires. Il laisse le pouvoir. Et donc, c'est Alphonse Massamba Deba qui va le remplacer. La même année, il organise les élections. Et donc, c'est Massamba Deba qui sera élu. Là, il y avait tous ces partis, mais qu'on avait regroupés dans un seul parti. Et donc, ce parti, donc le MNR, va avoir 439 votes, 439 635 votes. Le monopartisme avec le PCT commence donc à partir de 1968, quand Marien Ngouabi va faire un coup d'État. Marien Ngouabi sera élu à 100%. En 1973, il est aussi élu. En 1979, il est aussi élu. Ici, ça sera M. Sassou. En 1984,
le PCT, il va encore élire son président à 100%. En 89, à 100%, ça sera aussi pareil. Donc voilà des données pour vous donner à peu près une idée comment le parti se comportait en ce moment-là et les votes qu'ils avaient obtenus. Durant toute la période du monopartisme, de 1968 à 1991, Bernard Kolela fut le seul opposant officiel, comme l'avait reconnu Marien Ngouabi en 1970 au stade Eboué. Bernard Kolela avait été, à ce juste titre, le seul qui avait envoyé 2 lettres ouvertes à Denis Sassou Nguesso. La lettre du 7 novembre 1988 et la lettre du 20 novembre 1989. Dans ces lettres, M. Bernard Kolela avait proposé à Denis Sassou Nguesso d'organiser une table ronde nationale afin que tous les Congolais puissent discuter des problèmes du pays et aider à la reconstruction. C'est pendant cette période qu'il va créer son parti, le Mouvement Congolais pour la démocratie et le développement intégral, ainsi que le MCDDI. Pendant et après la conférence nationale souveraine, d'autres partis vont être créés. Le pays va connaître la prolifération des partis politiques. Parmi les plus structurés, on pouvait citer le Parti congolais du travail, le PCT, le Parti unique qui existait déjà depuis 1969, le MCDDI de Bernard Kolela fondé en août 1989, le RDPS de Jean-Pierre Tshisekedi créé en octobre 1990, l'UNDP de Pierre Nzé fondé en 1990, le CRDC de Modeste Boukadia fondé en 1991, etc. La liste de ces partis politiques n'est pas exhaustive. Dans la deuxième vidéo, nous donnerons la liste. Nous parlerons des alliances concoctées par tous ces partis. Alors, ces partis sont-ils aussi efficaces, influents, comme on le pense aujourd'hui, pour pouvoir évincer M. Sassou? Parce que tel est l'objectif. Pour terminer, peuple congolais, pour résumer cette vidéo, nous avons parlé des 2 périodes. La période coloniale et post-indépendance qui ont marqué l'histoire politique des partis. Certes, pendant la période coloniale, l'activité des partis était régie par la loi française, donc très réglementée. Pendant la période post-indépendance, les Congolais, grâce à l'expérience acquise en Afrique par la création de plusieurs formations politiques RDA, PRA, d'une part, en France pour avoir siégé à l'Assemblée française d'autre part, avaient acquis une expérience qui les avait permis de créer des partis politiques. Bien que les dirigeants congolais faisaient preuve de maturité politique, respectaient la Constitution, ils avaient réussi à instaurer le multipartisme dans le pays, sauf malheureusement, la population restait assujettie à l'appartenance ethnique et régionale, ce qui rendait difficile le rêve de l'unité nationale voulu par les pères de l'indépendance. Alors, pour rendre réel le rêve et le vivre, les leaders politiques, au respect des mots profonds de l'hymne national, avaient voulu instaurer le multipartisme en monopartisme pour le Congo, pour que le pays demeure un et indivisible. Cette expérience du monopartisme, d'ailleurs, avait permis à l'abbé Fulbert Youlou d'être le seul candidat de l'UDIA et de MSA aux élections présidentielles,
où il avait été élu le 20 mars 1960 à 97,56%. Les deux voix au suffrage universel direct ont marqué le début de l'unité nationale et la fin des hostilités de guerre. Après un passage court de 5 ans, le président Alphonse Massamba Deba, l'arrivée du Parti congolais du travail par coup d'État avec l'idéologie de marxiste et léniniste va totalement changer l'orientation sociopolitique du pays. Le parti dirige l'État. L'armée est désormais aux affaires. Et le pouvoir est au bout du fusil. Le pays va connaître la période sombre, catastrophique, effrayante, dévastatrice dans tous les secteurs de son histoire. La succession à la haute fonction de chef d'État se fait maintenant par coup d'État. Le pays va connaître des coups d'État dont Sassou Nguesso sera l'investigateur. Le pays va enregistrer, compter et pleurer des morts. Sur le plan économique, le pays qui pourtant avait connu une croissance jusqu'en 1968 va connaître une chute vertigineuse de son économie, malgré des périodes de boom pétrolier. Les Congolais vont vivre 22 ans de dur labeur jusqu'en 1991, où ils exigent la conférence nationale qui deviendra par la suite souveraine. Bien que l'obtention de cette conférence nationale souveraine, les Congolais l'avaient obtenue au prix du sang. Les Congolais avaient bien apprécié, fêté l'arrivée de la démocratie. Ainsi, ils vont se prêter aux exercices de lavement de mains et d'implantation d'arbres. Le Congo redevient République du Congo, avec son hymne, la congolaise. Réhabilitation du drapeau vert, jaune, rouge. Les Congolais retrouvent le multipartisme et le pays connaît un foisonnement des partis et associations politiques. Ainsi, à la sortie de la conférence nationale souveraine, le pays avait enregistré plus de 150 partis politiques pour un pays qui ne comptait à peine que 4 millions. Maintenant, durant la période contemporaine, ces partis ont-ils contribué à l'émancipation de la démocratie? Que sont devenus ces partis? Si la durée de la fête de la démocratie n'avait été que de courte durée, car le 5 juin 1997, Sassou est revenu aux affaires du Congo par coup d'État et brisé le rêve démocratique des Congolais. Revivre ce rêve et restaurer la démocratie, c'est devenu l'idéal des Congolais aujourd'hui. Parce qu'ils veulent retrouver ce qu'on les a volés, c'est-à-dire la démocratie. Alors, ces partis qui hier ont été un des facteurs importants, on peut encore compter sur lui. Est-ce que les Congolais trouvent dans ces partis la détermination, la volonté d'aller arracher la démocratie qui leur a été volée? Ces partis font-ils ou sont-ils aussi forts comme ils l'ont été il y a de cela 30 ans? Certes, nous savons que les partis politiques ont été de beaucoup pour l'organisation de la conférence nationale. On n'en disconvient pas. Ils étaient des acteurs primordiaux. Mais aujourd'hui, sont-ils encore aussi déterminants que ça?
Ils ont créé des alliances, des coalitions. Est-ce que c'est des coalitions qui peuvent vraiment apporter le changement, nous ramener la démocratie qui a été volée? Ils se sont constitués comme opposants. Alors, la réponse à toutes ces questions fera l'objet de notre deuxième vidéo. Merci. Peuple congolais, voici maintenant notre coup de gueule. Comme nous l'avons dit, notre coup de gueule est toujours destiné aux Congolais de base. Les Congolais de base, ce sont ceux-là qui détiennent ou qui vont détenir la carte des électeurs en main, demain, pour aller voter. Parce qu'ils sont, ces Congolais-là et ces Congolaises sont importants. Congolais de base, nous vous disons, l'humiliation est à son comble. Le peuple bantou que nous sommes en train de voir la détérioration de nos mœurs. Nous avons parlé des valeurs dans l'une de nos vidéos précédentes. Des scènes de honte que nous avons vues cette semaine, il y a de cela peut-être 2 semaines, viennent justement confirmer que le peuple Congo n'a pas les mêmes valeurs que le peuple septentrional du Congo. Avez-vous vu comment le vol est valorisé dans la partie nord, dans les réseaux sociaux? Nous avons vu comment l'homme du Nord est en train de montrer l'argent qu'il vient de voler. Parce qu'il veut payer des chaussures, il va le montrer tout l'argent du peuple congolais. Il vient exhiber comme ça. Nous avons vu, quand M. Sassou Nguesso est allé au nord, à Ouesso, comment on est en train d'essuyer la sueur de quelqu'un avec l'arme, avec l'argent. Et la Banque des États de l'Afrique centrale regarde la monnaie qu'on est en train de... On remplace un billet à la place d'un mouchoir pour pouvoir s'essuyer. Peuple congolais. Le vol et le respect de la monnaie chez l'homme du Nord a dépassé l'entendement. Ils exhibent l'argent. Et M. Sassou, il est là en train d'encourager. Il trouve que c'est normal. Mais je vous l'avais dit, peuple congolais. M. Sassou Nguesso a pris l'homme du Nord en otage. C'est-à-dire, il leur a dit, faites tout ce que vous voulez, pourvu que le pouvoir reste au Nord. Et l'homme du Nord a accepté de jouer ce jeu. Il s'est vu prisonnier de tout cela. Voilà pourquoi ils le font. Voilà pourquoi ils exhibent cet argent. Parce qu'ils n'ont plus le choix de le faire. Et vous le savez que c'est pas des gens... Le vol, c'est quelque chose de honte. Tu ne peux pas être fier de quelque chose qui ne t'appartient pas, sachant que tu l'as volé. C'est incroyable de savoir que les gens, ils sont même fiers de montrer ce qu'il a volé. Il vient dans les réseaux sociaux venir montrer ce qu'il a volé. Peuple congolais. Et même sur le plan international, quand les gens nous regardent, comment on peut vous respecter? Même ceux-là à qui vous demandez de l'aide, je veux faire référence au FMI, ils vous donnent de l'argent. Quelque temps après, ils vous voient comment vous êtes en train de s'amuser avec l'argent dans les réseaux sociaux. Mais ceux qui travaillent au Fonds monétaire international, ce ne sont pas des extraterrestres. C'est des Africains, c'est des Congolais. Il y en a des Congolais là-bas qui travaillent. Le FMI ne se résume pas seulement
aux agents que vous voyez là-bas qui viennent à Brazzaville. Eux, ils viennent seulement en mission. Mais ce n'est pas seulement eux qui constituent le Fonds monétaire international. Il y a des gens qui travaillent là-bas de toutes les nationalités. C'est bien que quand les gens voient, ils expliquent, mais ils disent, mais c'est pas normal. Mais peuple du Nord, ayez au moins le sens du respect. Mais vous êtes arrivé à un niveau, on se pose la question, mais qu'est-ce que vous avez maintenant dans le cerveau? Certes, c'est vrai, votre leader vous a permis de voler. Votre leader vous a permis de voler, mais faites-le au moins de façon au moins digne, responsable, respectueux. Mais là, vous êtes en train de dépasser les limites. C'est vraiment honteux pour le pays. Ayez au moins le sens d'avoir honte. Et quand vous le faites, vos enfants, quand ils vous voient, vous n'avez pas honte? Parce que si ton enfant te demande, papa, comment tu as fait pour avoir tout cet argent? Je ne sais pas si vraiment tu pourrais lui dire, non, je n'ai que volé. C'est sûr que tu vas mentir. Tu vas dire, oui, mais je fais des affaires. C'est facile à dire. Mais quelle affaire tu as fait? Si l'enfant te demande quelle affaire, tu vas lui dire, oui, mais moi, je fais de vraies affaires, mon fils, je ne peux pas te dire. Mais en fait, dans la réalité, on sait que tu as volé. Mais peuple congolais, c'est pas croyable. Quant à vous, les ressortissants de la Sangha, vous devez avoir honte au XXIe siècle quand on vous traite comme des primitifs. Parce qu'on vous a demandé de danser, vous dansez, et puis au lieu de vous donner l'argent, qu'on les mette au moins dans l'enveloppe. La moindre des choses, quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, mets ça au moins dans l'enveloppe. Et tu donnes à quelqu'un. Et à toi à qui on donne l'argent, demande au moins qu'on te respecte. Pour te donner l'argent, on te fait transpirer toute la journée, tu danses, tu roules par terre. Mais c'est pas possible. Tout ça pour un billet de 5 000. Hein? Tu deviens un pauvre mendiant. Et avant de te donner l'argent, il faut que d'abord que tu transpires. Et on prend le billet de banque, on va d'abord te l'essuyer sur le front. C'est en ce moment-là on jette par terre. Et toi maintenant, tu ramasses. Mais enfin, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Il y a un peu quand même de dignité. Mais quand les gens vous regardent dans les autres pays, ils disent, mais ces gens-là, ils vivent dans la forêt. C'est vrai que l'homme du Nord, l'homme du Kwilu, il vit dans la forêt. L'homme de la cuvette est dans la forêt. Mais faites quand même preuve que quand même si vous vivez dans la forêt, vous êtes venu de la forêt, mais quand même vous aviez étudié dans des universités. Mais vous êtes quand même devenu instruit, mais prouvez-le. Vous n'avez jamais prouvé que vous aviez étudié. Vous n'avez jamais prouvé que vous êtes intelligent. Mais c'est quoi cette affaire-là? Vous, peuple de la Sangha, vous avez reçu M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il est venu inaugurer cette route. Mais travailler, on a vu là-bas, c'est une petite route qui est là-bas qu'il est venu inaugurer. C'est bien. Maintenant, il faut l'entretenir. N'oubliez pas que c'est M. Bouya qui l'a fait. Mais tout ce que Bouya fait ne dure pas longtemps. Il faut que vous travaillez. Mais c'est ce qu'on vous demande, il faut que vous travaillez, vous, le peuple de la Sangha. La Sangha, c'est un département qui a une superficie de 55 800 km². Sa population est de 85 738 habitants, soit une densité de 1,6 habitants au km². Pour aller chez vous là-bas, à la Sangha. Nous allons parler d'ailleurs de la Sangha, puisque c'est là où Sassou est venu. Il est venu inaugurer la route. Faire 800 km pour partir de Brazzaville jusqu'à Ouesso, 800 km, il faut 24 heures. Nous voyons avec des pluies, quand il pleut, ce n'est plus 24 heures, c'est 3 jours. On vous demande à vous-même de travailler. Vous êtes inondé par des Chinois là-bas qui sont en train de détruire les forêts. Hein? Ils détruisent les forêts.
Ils n'arrangent pas, une fois qu'ils ont pillé tout l'or qui est là-bas, tous les produits qui sont là-bas, ils laissent comme ça et puis vous les regardez. Vous devez prendre votre destin en main. Nous savons que dans la Sangha, c'est là où on fait des transformations de bois. Hein, vous faites du manioc, vous aviez des bananes plantées, vous aviez du maïs, vous aviez des arachides là-bas. Mais alors, travailler, vous devez travailler. Vous dépendez encore du Cameroun. Maintenant que la route Keita-Sembe a été faite, mais il faut l'entretenir. C'est bien d'inaugurer. Le tronçon Sembe-Ntam, c'est bien. C'est Bouya qui l'a fait. Mais il faut l'entretenir. Parce que tout ce que Bouya fait ne dure pas longtemps. Vous aviez dansé, mais il faut le travailler. Je voulais vous exhorter d'entretenir la route. Il faut que vous travailliez. C'est ce que nous sommes en train de demander dans le nouveau Congo que nous sommes en train de faire. Vous devez rester là-bas chez vous les gens de la Sangha. Vous les ressortissants de la Sangha, vous devez rester dans la Sangha, développer la Sangha. Vous aviez de l'or là-bas, vous aviez du diamant là-bas. Il y a pas mal de... Il y en a là-bas plein de métaux. Vous avez du bois là-bas. Mais il faut travailler. On a vu Sassou venir, on a regardé, on n'a même pas vu des hôtels. Il faut développer le tourisme là-bas pour que les gens viennent. Vous aviez cette opportunité, cette chance d'avoir le plus haut sommet du Congo qu'on appelle le mont Nabemba, hein, qui fait quand même 1100 mètres d'altitude. Mais développez ça. C'est ça qu'on trouve dans des pays comme l'Espagne, comme la France, je ne sais pas, au Kenya. Quand il y a des sommets comme ça, on développe. Et les gens vont aller faire ils vont aller là-bas. Ils vont monter là-bas, vous organisez des trucs. Et puis ça apporte de l'argent. Les hôtels seront remplis et le tourisme se développe. Vous êtes seulement là à attendre Sassou venir vous donner de l'argent. Et vous êtes là en train de danser. Et vous, les ressortissants du Nord, et vous êtes là, vous regardez. Vous venez seulement à Brazzaville, mais Brazzaville, c'est dans le pool. Hein? Même quand vous dites que oui, mais c'est un département à part. Non, c'est dans le pool. Vous aviez tout fait avec Sassou pour pouvoir le séparer. Non, c'est dans le pool. Dans le pool, nous, on n'appelle pas ça Brazzaville, on appelle ça Mfoua. Parce qu'on a toute une histoire sur Brazzaville. Donc cette histoire, on ne va pas le changer. Brazzaville, c'est le Mfoua. Voilà. Et ça appartient au pool. Vous venez seulement à Brazzaville. Vous venez seulement dans le pool. Mais restez chez vous là-bas, travaillez là-bas. Non. Peuple congolais, nous demandons aux gens de la Sangha, vous devez développer le tourisme. Maintenant que vous aviez de routes, maintenant que vous êtes en train d'inaugurer les routes, mais faites rayonner. Hein? Ouesso, c'est le chef-lieu, mais il faut qu'on comprenne effectivement que Ouesso, c'est la capitale. Hein? Nous avons appris avec l'histoire que Ouesso veut dire en Sangha, le patois qu'on appelle Sangha, ça veut dire le soleil. Ben, le soleil brille. Prouvez que vraiment que Ouesso brille, que la Sangha brille, que ce département-là a pour capitale le soleil qui brille. Prouvez-le, pour que les gens viennent là-bas regarder ce soleil qui brille. Que de rester seulement, aller seulement envahir les autres régions. Vous avez pas mal de parcs que les gens peuvent aller développer. Faites des projets, si vous n'êtes pas capable de les développer, demandez l'aide aux autres départements, aux autres régions, ils viendront vous aider. Comment vous pouvez faire? Si vous n'aviez pas de chute là-bas pour faire des barrages, ben, on va vous importer l'électricité et vous allez payer. Mais développez au moins la région.
Il faut que vous ayez de l'aéroport. Vous ayez l'université. Arrêtez de venir à Brazzaville. Restez chez vous là-bas et vous étudiez. Vous aviez des parcs que vous allez développer. Hein? Nouabele Ndoki, ça c'est un bon parc dont on connaît, développez-les. Odzala, Kokwa, ça aussi c'est un parc. Mont Nabemba, tout ça c'est des parcs que vous pouvez développer et qui vont attirer le tourisme. Non. Vous, peuple de la Sanga, de Sanga, des Bakwele, des Bongili, des Djem, des Yusa, des Bakota, des Porno, des Ngaya, vous devez développer votre région, votre département. Vous en aviez la responsabilité. Si dans 15 ans, la région là n'est pas développée, vous en êtes responsable. Ne comptez plus dans des programmes, programmes nationaux, il n'y en aura plus. Dans le nouveau Congo que nous allons mettre, il n'y aura plus de programme national. N'attendez plus que tout vienne de Brazzaville, il n'y en aura plus. N'attendez plus que ce sont les autres qui viendront vous donner des projets. Non, vous partez, il y en a des Congolais qui sont originaires de la Sanga, qui ont étudié, qui sont à Brazzaville, qui vivent à l'étranger. Mais ils doivent rentrer pour aller développer la Sanga. N'attendez pas nous autres qui sont dans le sud pour venir chez vous là-bas, pour venir développer. On ne viendra pas chez vous là-bas pour venir développer là-bas. Parce que nous aussi, on va rester chez nous. Moi qui vous parle là, je vais rester dans ma région. Je ne viendrai pas chez vous là-bas. Oui, je viendrai en tant que touriste. Je viendrai, je reste à l'hôtel, je paye, je fais rentrer l'argent. Je m'en vais visiter le mont Nabemba. Je vais tourner. Et voilà, je fais rentrer de l'argent chez vous et puis je repars chez moi. Mais ce n'est pas pour venir rester. Si oui, si je viens rester là-bas, ben je vais me conformer à vous là-bas. Voilà. Mais vous qui êtes là-bas, vous devez développer votre région. Voilà, c'est ça que nous demandons pour le nouveau Congo. Il n'y en aura plus des programmes nationaux. Non. Comme je venais de dire, il y a des coopérations inter-régions. Si vous ne pouvez pas, il faut demander, il faut dire, il ne faut pas avoir honte que nous, on n'est pas capable, que nous, on n'a pas de cadres pour pouvoir le faire, que nous, on n'est pas si intelligents pour pouvoir développer ça. Mais faites les programmes, les autres ils vont vous aider. Ils vont vous aider parce que si vous comptez par des gens que j'ai vus comme Montol, là, je ne sais pas comment Montol vous l'appelez, là, qui est en train de danser, en train de distribuer. Si c'est avec ce genre de cadre que vous êtes en train de compter, ben vous serez des derniers, vous là. Eh oui, vous allez être des derniers. Parce que les autres, ils vont travailler. Parce que les autres, avec l'argent, ils vont investir dans le pays. Et non pas le distribuer comme il est en train de faire. Il n'a encore rien compris, ce gamin-là. Hein? Et quand il arrive, vous êtes en train de l'applaudir. Ce n'est qu'un gamin, ces garçons. Et vous ne pouvez pas le faire asseoir, le faire raisonner. Que l'argent ne se distribue pas de cette manière-là. Alors, pour revenir un peu à la Sanga. Vous, les députés de Sassou, là, que Sassou a voté, vous, qui sont originaires de la Sanga. Je veux vous nommer, vous, là. Vous n'avez pas honte de ce que vous êtes en train de faire. Depuis que vous n'avez pas honte, vous, pour partir chez vous là-bas, vous faites 3 jours en route et vous ne faites rien. Et vous êtes là en train de chanter la personnalité de Sassou. Regardez la population là où vous venez. Vous là, monsieur Arnondinga Makanda, Léonidas Monto, toi là qui chantait, qui dansait là, un petit là. Vous n'aviez pas honte. Albert Mbouma. Adélaïde Rufini Chisso, Michel Okwemi, Henri Zonabia Aïssemeson, Golf Ngonzok Miseka, René Dambert Ndouane. Voilà, c'est vous là des députés. Vous regardez des choses comme ça et vous êtes content de regarder parce que le président arrive et vous ne faites rien. Voilà.
Et demain, après-demain, vous repartez là-bas, vous dites que nous sommes des Congolais, nous vous aimons, nous travaillons. Peuple congolais, mais vous devez avoir honte. Vous sortez d'où, vous? Mais il y a un député spécial que je vais interpeller. Pourquoi? Parce que ce monsieur, je le connais personnellement. Ce monsieur a été mon professeur. C'est la personne de monsieur Pierre-Christian Minda. Monsieur Minda, vous avez été mon professeur à l'INZOLO. Vous m'aviez donné les mathématiques. Vous m'aviez appris, vous, monsieur Minda, qu'il faut avoir le respect au bien d'autrui. Tu le disais souvent. Alors aujourd'hui, est-ce que je peux te poser la même question? Monsieur Pierre-Christian Minda, toi qui es le député de Mokeko, je vous interpelle en tant que votre ancien élève. Mais ce n'est pas normal. Hein? Mais je vous croyais un garçon intelligent, mon prof. Tu es allé se fourrer le nez dans ce parti parce que tu as fait droit à ta retraite. Et comme tu as vu que la retraite, il n'y a pas l'argent, tu es allé chercher l'argent d'une autre manière en allant crier, chanter la personnalité de M. Sassou. Mais la région où tu as été élu, à Mokeko, c'est le département, c'est la circonscription qui a plus de la population dans la Sangha. Donc en fait, tu as beaucoup plus de responsabilités que cela que je venais de nommer. Qu'est-ce que tu as déjà fait? Monsieur Pierre Minda, toi tu te rappelles quand tu venais à l'Inzolo, tu prenais la moto depuis Brazzaville, tu n'habitais pas à l'Inzolo. Le matin, tu venais, tu donnais ton cours et puis tu repartais à Brazzaville, tu habitais à Brazzaville. Et chaque matin, tu venais à l'Inzolo, tu venais donner ton cours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu peux encore aller à l'Inzolo? Chaque matin, partir et revenir? Non. Tu sais pourquoi? Ben, c'est ton chef, qu'on appelle Sassou, qui est allé détruire le collège que toi tu as enseigné. La population que tu voyais là-bas a été tuée par ton directeur, par ton président Sassou Nguesso. Et toi, tu le sais, puisque toi, tu as enseigné dans le pôle. Tu es même parti enseigner, je crois, en Banzandunga. Selon l'histoire que nous avons appris, tu n'avais pas connu monsieur Gandoulou, Justin? Avez-vous pas enseigné en Banzandunga là-bas? Selon ce que nous avons appris, que vous avez aussi enseigné là-bas. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux aller en Banzandunga? Ces villages-là sont morts, sont détruits. Les Banzandunga là sont détruits, monsieur Minda. Je vous interpelle. C'est à cause de monsieur Sassou là. Va en Banzandunga là aujourd'hui, monsieur Christian. On vous invite. Vas-y encore en Banzandunga. Tu vas voir ce que vous aviez fait. Parce que maintenant, tu t'es singularisé, tu t'es déjà montré comme PCT. Donc, on te prend comme un complice de M. Sassou. C'est vous qui êtes. Là où tu as enseigné, avec la complicité de ton chef, vous êtes parti détruire. Mais non, il faut avoir un certain digne M. Minda. Hein? Alors, vous êtes en train de chanter nuit et jour. Aujourd'hui, vous voyez comment vous êtes en train de distribuer l'argent aux gens. Vous essuyez d'abord sur le front. Mais il faut avoir quand même une certaine honte, M. Minda. L'argent ne se donne pas comme ça, ne serait-ce que pour respect. Vous ne pouvez pas d'abord mettre ça dans l'enveloppe et puis donner à quelqu'un. Même si toi, tu ne l'as pas fait, mais tu ne peux pas conseiller aux gens de le faire. M. Minda, beaucoup de gens, tu as enseigné beaucoup de gens dans le pôle qui avaient beaucoup de respect pour toi. Mais vraiment, nous sommes déçus de ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est vrai que l'homme du Nord reste l'homme du Nord. Incroyable. Peuple congolais, il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut garder les valeurs. C'est dans les valeurs qu'on juge quelqu'un. Il ne faut pas voler parce que vous avez vu les gens voler. L'homme du Nord vole, il n'a pas honte. Parce que tel qu'il a fait là, tel qu'ils sont en train de faire, de voler l'argent, exhiber l'argent comme ça, c'est une honte. C'est vraiment une honte.
Mais comme eux, ils ne connaissent pas la honte, ça fait partie de leur valeur. Ils disent que voler, c'est normal. Oja, olia. C'est ça qu'ils savent faire. Vous avez suivi? Dans leur valeur à eux, ils peuvent sortir avec les femmes de les sœurs de sa femme, même jusqu'à les grossir. C'est normal. C'est correct. Ça fait partie de leur valeur. Ils peuvent sortir avec leur propre fille. Ça fait partie de leur valeur. On nous a même dit que des fois, que la fille, avant de se marier, qui doit d'abord sortir avec son père. Voilà. Alors, ce ne sont pas des mentalités des gens du Sud. C'est pour cela que nous avons dit, puisqu'on ne peut pas se mélanger les valeurs, que chacun reste dans son coin avec ses valeurs. Nous avons parlé de ces valeurs. Nous avons dit qu'on ne peut pas prendre toutes les eaux de la mer et puis les mélanger. Ça ne peut pas. L'une des raisons qui nous pousse, que chacun doit repartir dans sa région. Parce que si, comme les gens le disent, si les gens du Kwilu, ils aiment pour eux le Dugudaka, ben laissez-leur manger leur Dugudaka. Si l'homme du Poul ne mange que le manioc avec le piment, ben laissez-leur manger le manioc avec son piment. Et chacun rentre dans sa région, fait ce qu'il est capable de faire, avec son intelligence. Viva, développer. Peuple congolais, arrêtez de nous mélanger, ça nous donne du retard. Ce mélange-là ne donne rien. Surtout encore quand on le mélange avec l'homme Mboshi, ça ne vaut absolument plus rien. Que le Mboshi reste dans sa région. Le Bateke reste dans sa région. Les Ndjem restent là-bas dans la Sanga. Les Congo restent là-bas à Boko. Les Tsuni restent là-bas. Les Bembe restent là-bas dans la Bouenza. Voilà, c'est comme ça qu'on va faire. Le Vili reste à Point-Noir, qui développe chacun dans sa région. Et c'est comme ça que les gens vont gagner. C'est comme ça qu'on va développer la région, qu'on va développer le pays. Voilà, peuple congolais, ce qu'on était en train de vous dire. Et nous revenons encore sur ce que nous avons dit sur une des vidéos que nous avons fait parce que nous l'avons jugé que c'était utile. Le coronavirus. Peuple congolais, nous vous avons dit, nous avons démontré qu'au Congo, il y a un virus qui tue plus que le coronavirus. C'est ça qu'on a appelé les Sasso-virus. Il détruit là-bas. Il a commencé à détruire depuis. Et nous vous avons dit, dans 6 mois, peuple congolais, nous savons de quoi ce que nous sommes en train de vous parler. 6 mois, vous allez voir que nous sommes en train d'envoyer le Sasso-virus à lui-même, Sassou. De là où il est. On est en train de l'envoyer dans le monde spirituel, dans le monde. Lui, il pense que ce n'est que lui qui connaît le monde mystique. Nous aussi, nous faisons du monde mystique. Le Sasso-virus qui nous a envoyé, nous le renvoyons à lui-même. Il va le vivre. Et nous allons mettre des systèmes, nous avons dit dans 6 mois. Peuple congolais, comptez bien le nombre de mois. Dans 6 mois, nous allons vous dire ce que nous avons déjà fait et que ce qu'on a déjà réalisé et ce que nous comptons faire avec des tests bien établis. Nous allons vous le dire. 6 mois. Comptez maintenant à partir de maintenant. Ce n'est pas ce que les gens vous ont dit depuis qu'ils ont perdu les élections, quand nous entendons surtout ceux de la diaspora, là, où ils disent oui, non, nous travaillons, non, mais le Congo, il ne va pas avoir l'aide du FMI. Il l'a eu quand même. Hein. Ah oui, non, Sassou ne viendra plus en France, il est quand même venu. Hein. Oh non, mais il faut descendre dans la rue. Nous avons dit au peuple congolais, ne descendez pas. Ils ont dit, oui, nous allons faire des coups d'État avec le général Ferdinand Mbao. Aujourd'hui, ils sont là. Peuple congolais, ils nous ont dit, oh non, on va aller chercher les armes. Partout là, nous irons faire des coups d'État. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Nous sommes là. Maintenant, ils sont en train de travailler. Nous les écoutons. Ils parlent maintenant des
des tables rondes sans transition, des transitions avec sans Sassou, les assises d'Ante, le Moukoko, c'est-à-dire comment une association politique qui mène un combat politique n'a que pour projet faire de Moukoko l'idole, c'est tout. Mais peuple congolais, mais il faut vous poser la question. Au lieu de venir vous dire comme voilà le fascicule, voilà le programme que nous avons établi avec documents à l'appui, voilà ceci, de telle période à telle période, voilà ce qui est établi, voilà ce qui va être fait, voilà le financement, voilà ce qui est fait, voilà les organismes internationaux que nous avons contactés avec tant de projets, avec ceci, avec un financement à l'appui, ceci, voilà. Ils viennent seulement vous dire, non, vous savez, cette année, nous, c'est Moukoko qui est notre idole. Voilà un projet. Peuple congolais, il faut faire attention. On est en train de vous perdre le temps. Mais nous vous disons, nous, dans 6 mois, nous allons vous montrer des choses palpables. Preuve à l'appui, vous allez voir. Et quand nous disons que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler. Ça, c'était pour le coronavirus. Ça, c'était pour le Sassou-virus que nous avons parlé. Et nous avons dit que Sassou, nous sommes en train de lui envoyer lui-même le Sassou-virus. Et nous le disons avec tous les esprits des Émile Biayenda, des Mathieu André, des Mama Ngunga, des Tata Milongo. C'est ceux-là que nous invoquons dans ces Sassou-virus-là. Qu'ils aillent là-bas chez Sassou. Là, il lui demandait, pourquoi as-tu créé ce virus? Pourquoi tu as amené ce Sassou-virus-là chez nous? Il va les croiser. Mais nous, on est en train de travailler. Concernant le coronavirus, peuple congolais, il faut suivre ce que les gens ils sont en train de vous dire. Ça, c'est notre message à tout le monde. Restez chez vous. Surtout, ne partez pas au travail. Et raison de plus. Il faut plus, on ne vous paye pas. Vous partez faire quoi au travail? Restez chez vous. Dans le bus, c'est plein à craquer. On est en train de démontrer comment vous pouvez... Imaginez en Italie, en un seul jour, 800 personnes sont mortes. 800. Mais c'est un pays développé où la médecine est bien développée. Alors, imaginez ce virus, quand il va bien s'installer chez vous là-bas, mais il ne fera pas 800 par jour. Il fera 2000 par jour. Quand on sait que les bus sont bondés, quand on sait que les gens partent au marché, se croisent sans masque, tout, rien. Ils ne se lavent pas les mains. Le peuple congolais, ayez au moins, sauvegardez au moins votre vie. Hein? Je vous exhorte, peuple congolais, respectez les consignes. Restez chez vous. C'est vrai, on le sait. Quand vous allez rester à la maison, il n'y a pas l'argent. Comment vous allez faire pour manger? Ça, on le sait. Quand tu sors, fais le tour, rentre à la maison, vous restez là, vous ne sortez plus. Voilà. Dans la semaine, tu peux sortir 2 fois seulement, tu vas au marché, tu peux ramasser ce qui est là-bas, tu viens. Restez à la maison. Il faut rester à la maison. Ne sortez plus. Les gens sont en train de mourir. Ce n'est pas de la blague, peuple congolais. Nous avons besoin de vous. Demain, après-demain, quand nous allons développer nos régions, on aura besoin de vous. Donc, ne vous laissez pas emporter par le coronavirus et surtout résistez au Sassou-virus. À bon entendeur, salut. Congolais de base, quand tu entends ou quand tu as entendu, il faut méditer. Quand tu as médité, il faut te positionner. Quand tu t'es positionné, il faut rester inflexible. Merci et à bientôt.
15 euros.